En général, si quelqu'un dit qu'il lui manque quelque chose dans cette suspension, c'est soit qu'il a un niveau très élevé, soit qu'il ne sait pas vraiment, pas tout à fait de quoi il parle. Ici, Conrad du monde de la moto. Devant moi se tient la Yamaha Ténéré 700 World Raid dans un état que vous ne verrez probablement pas en concession, mais c'est sans doute ainsi qu'elle apparaîtra après une courte période d'utilisation par la plupart de ses propriétaires. Elle est donc honnêtement salie, car elle a parcouru hier plus de 300 km dans des conditions assez variées, parfois extrêmes. En discutant avec les gens de la filiale polonaise de Yamaha, j'ai entendu une histoire très intéressante, car il s'avère que de nombreux clients, en venant au salon pour acheter la Ténéré 700 standard, achètent cette moto, puis participent à leurs premiers rallyes amateurs, lisent des groupes et des forums de discussion, et la première chose qu'ils apprennent, c'est que leur version standard a une mauvaise suspension avant ou manque de certaines capacités. Alors, ce client se rend dans un atelier spécialisé qui prépare soit des motos entières pour les rallyes, soit éventuellement ne s'occupe que des suspensions, et il dit « Monsieur, faites-moi ça pour que ce soit mieux ». À quoi le spécialiste répond « Mais qu'est-ce qui doit être amélioré ?» Je ne sais pas. L'amortissement en compression, en détente, des réglages, un certain débattement. Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Eh bien quoi alors? Le client, évidemment sans aucune expérience, répond « Eh bien monsieur, je ne sais pas, faites en sorte que ce soit mieux ». Yamaha a donc pleinement répondu à ce type de clients exigeants et a minutieusement préparé un modèle où, dès l'étude approfondie des seules données techniques initiales, on peut clairement voir que tout est effectivement bien mieux, voire même à un niveau professionnel très élevé, de compétition pure. Eh bien, à cette question, je ne répondrai pas, car chaque pilote, chaque professionnel a en quelque sorte son propre avis sur le sujet. En revanche, je peux affirmer sans hésiter qu'à un niveau amateur, voire semi-amateur, cette version de la Yamaha possède en général tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour le tourisme, pour l'off-road quotidien, pour les entraînements, pour participer à des rallyes amateurs ou pour les trajets quotidiens. À mon avis, à l'heure actuelle, la Yamaha Ténéré dans cette version est la moto la plus polyvalente du marché. D'accord, commençons à discuter des éléments caractéristiques de cette moto, dans cette version en particulier. Nous allons commencer par l'un des éléments les plus visibles, à savoir la fourche avant, dans cette belle couleur marron, issue d'un procédé spécial d'anodisation. Cette fourche de la marque Kayaba a un débattement supérieur de 2 cm par rapport à la version standard. Elle possède également des tubes un peu plus épais. Et je dirais qu'en ce qui me concerne, je suis plutôt nettement plus un passionné qu'un professionnel quand il s'agit de rouler en tout terrain. Je m'amuse tout simplement avec ça et pour ce qui est de mes besoins, c'est absolument tout ce dont je peux avoir besoin sur ce type de moto en ce qui concerne la suspension avant. L'éventail des possibilités, la marge de manœuvre de cet engin est vraiment très grande. Hier, le vice-champion du monde de motocross, Gauthier Paulin de France, a roulé avec nous et en général, ce qu'il a accompli sur cette moto a montré que pour ce qui est de l'éventail des possibilités, il est immense et que tout ici ne dépend plus que de l'utilisateur, seulement de nous. Bien sûr, personne ne s'attend à ce que la plupart d'entre nous atteignent un niveau de compétition. Cependant, de manière générale, si quelqu'un dit qu'il lui manque quelque chose dans cette suspension, alors soit il est à un niveau très élevé, soit il ne sait pas vraiment, pas tout à fait ce qu'il dit. Mesdames et messieurs, c'est une prise de vue très importante, car c'est sous cet angle que l'on voit le mieux ce qui a principalement changé sur cette version de la Yamaha Ténéré. Commençons peut-être par l'élément le plus caractéristique à nouveau, à savoir ce double réservoir dont on parle tant. Et comme vous le voyez, oui, nous avons ici 2 compartiments, 2 réservoirs. Sur le côté gauche, nous avons la pompe à carburant, qui est placée un peu plus bas afin d'abaisser le centre de gravité. De même, toute la conception de ce réservoir repose sur le principe que l'objectif principal est d'obtenir des litres de carburant supplémentaires. Ils ont réussi à gagner 7 litres de plus par rapport à la version standard, tout en ne relevant pas le centre de gravité, sans créer de bosse ici, afin de donner à l'utilisateur l'impression que la masse reste basse et que rien n'a changé. Donc en effet, nous avons un réservoir double avec une capacité totale de 23 litres actuellement, ce qui permet, en roulant tranquillement, d'atteindre largement plus de 500 km d'autonomie. C'est tout à fait possible à obtenir. Ces 2 réservoirs doivent toujours être remplis séparément. Les 2. Ce n'est pas comme si l'essence passait simplement de l'un à l'autre. Il faut toujours remplir les 2 réservoirs, mais ils sont reliés entre eux par un conduit qui égalise la pression dans les 2,
Et il y a aussi à l'intérieur un système spécial avec une électrovanne qui fait que si on remplit ces réservoirs à des niveaux inégaux, le niveau finit tout simplement par s'égaliser au bout d'un moment. Donc on aura toujours la même quantité de carburant dans les deux réservoirs. Quel est l'aspect pratique de cela pendant la conduite et comment cela affecte-t-il en quelque sorte la perception de l'utilisateur? Eh bien moi quand je roule en tout terrain, je roule debout. J'aime avoir devant moi ce qu'on appelle la finesse. Pour certains, simplement, le fait d'avoir devant eux ce qu'on appelle un gros morceau de moto peut parfois être un peu intimidant. Donc de ce point de vue-là, c'est uniquement pour des raisons, disons, visuelles et psychologiques, c'est ainsi que je les appellerai. Ce que je vois ici devant moi, ça ne me plaît pas trop. Mais d'un point de vue pratique, c'est très bien pensé. Car du fait que la bosse typique du réservoir d'essence a disparu ici, comme vous pouvez le voir, la selle est beaucoup plus plate à cet endroit. Elle s'étend plus loin, ce qui vous permet, en roulant debout, de déplacer tranquillement tout votre corps d'un côté à l'autre. Une telle conception du réservoir d'essence a permis d'obtenir quelque chose de très intéressant. Car du fait que tout est plus bas, il s'est formé au centre une sorte de canal. Grâce à cela, la selle n'a pas de bosse ici, elle est plus plate. Elle s'étend comme si elle recouvrait le réservoir, ce qui permet tout simplement une plus grande liberté de mouvement, aussi bien en position assise qu'en position debout. Ici, tout est très bien conçu, de façon à ce que l'on puisse changer de position dans une très large amplitude. Je tourne un coup d'œil un peu plus haut. Un autre élément que l'on ne trouve pas sur les autres Ténéré, l'amortisseur de direction Öhlins, réglable très facilement depuis cette position, ici avec cette molette. Est-il nécessaire? Je pense que cela dépend de ta façon de rouler. Si tu aimes accélérer fort, rouler de façon très intense, dans le sable profond ou sur des cailloux plus gros, un tel amortisseur sera toujours utile, car des mouvements brusques et soudains du guidon peuvent toujours survenir, et un amortisseur comme celui-ci peut parfois te sauver la mise. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé hier à certains de nos collègues. Cette version de la Ténéré est également adaptée au tourisme, conformément à l'intention de départ. On lui a donc ajouté une bulle un peu plus haute, d'environ 1,5 cm, et de jolis déflecteurs qui peuvent être retirés rapidement et facilement nettoyés de tous les côtés, ce qui, comme on peut le voir, est nécessaire, car cette belle couleur laiteuse n'était rien d'autre que la poussière accumulée après toute une journée de voyage. Ici, on peut également remarquer les clignotants à LED. Le phare est resté pratiquement inchangé. Les protège-mains sont très bien conçus. Ils protègent très efficacement du vent, ce qui sera certainement utile lors des journées plus froides pendant les trajets touristiques. Cependant, les protections ne possèdent pas d'armature métallique, donc leur solidité devra tout simplement être testée lors de la première chute, comme on dit. Ce que vous voyez devant vous, c'est le nouvel écran couleur de Yamaha. Ici, nous avons l'un des 3 modes d'affichage disponibles. Le mode EXP, spécifiquement conçu, se concentre principalement sur l'affichage précis du niveau de carburant, le régime moteur actuel et la vitesse instantanée. Ici, je vais rapidement accéder au menu principal, comme on dit communément, et nous pourrons alors changer ces différents thèmes visuels. C'est mon thème préféré, le mode Street, qui offre une esthétique particulièrement agréable et fonctionnelle. Un compte-tours standard avec une aiguille, un mode adapté à la conduite quotidienne. Et voici une autre curiosité. Nous avons encore un autre thème, le thème Ride. Si vous participez à des rallyes amateurs et que vous utilisez un roadbook, ici nous avons un très bon odomètre que vous pouvez ajuster si besoin simplement avec 2 boutons sur le guidon. Donc éventuellement, si cette position ne vous dérange pas, par exemple en roulant debout, vous pouvez installer uniquement le rouleau ou la tablette avec le roadbook en haut et utiliser l'odomètre fourni de série par Yamaha. Je vais tout de suite dire ce qui ne me plaît pas ici. Je n'aime pas l'accès à la désactivation de l'ABS. Ce nouvel écran est très bien dans la mesure où il reste très lisible, même en plein soleil. En revanche, ce qui s'est détérioré et que je n'aime pas, c'est l'accès à la désactivation de l'ABS. Auparavant, nous avions simplement un bouton sur l'écran qui servait à l'activer ou le désactiver. Cette fois, il n'y a qu'un seul bouton, en plus profondément caché ici à l'intérieur, qui ne permet que d'activer l'ABS. C'est-à-dire qu'en sortant du tout-terrain pour aller sur la route, on peut l'activer très rapidement d'une simple et unique pression. En revanche, pour désactiver complètement l'ABS, il faut maintenir la molette pendant un certain temps, entrer dans les paramètres du système et là,
soit on le désactive uniquement à l'arrière, soit à l'arrière et également à l'avant. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on peut le désactiver en 2 étapes. Hop. Ah, il n'apparaît que maintenant. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'ABS est désactivé. Et en général, il arrive qu'en tout terrain, on coupe parfois le moteur pour nettoyer la visière, se reposer un instant ou faire quoi que ce soit. On oublie de désactiver cet ABS. Et souvent, on s'en rend compte seulement au bout d'une longue ligne droite en gravier, et on peut le deviner à nos yeux, car ils deviennent anormalement grands. À ce moment-là, on a alors un gros problème. En travaillant sur une version personnalisée de cette Yamaha, vous pouvez soit chercher des accessoires par vous-même, soit opter pour l'un des 3 packs d'équipements supplémentaires proposés par Yamaha. Le premier d'entre eux est le pack Enduro, dont l'élément le plus caractéristique est sans doute les protections moteurs assez robustes, ainsi que ce que les amateurs d'off-road apprécient particulièrement, un garde-boue avant haut, qu'il n'est plus nécessaire de chercher ou d'adapter à partir d'autres sources, puisque vous pouvez enfin avoir un garde-boue avant haut d'origine Yamaha. C'est vraiment très sympa. La deuxième option d'équipement est l'option Adventure, dont l'élément typique est la présence de sacoches latérales, des sacoches souples. C'est une version conçue pour les longs voyages, principalement en tout terrain. Et puis il y a aussi la version Explorer, c'est-à-dire une version totalement orientée tourisme, route et tout terrain, avec des valises en aluminium et un déflecteur de bulles avant. Vous pouvez donc tout simplement opter pour l'une de ces versions. Yamaha a créé quelque chose d'absolument universel, quelque chose qui n'existait pas sur le marché, ou du moins plus depuis longtemps, car les autres motos de ce segment sont soit trop lourdes, soit trop routières, soit pas assez maniables, soit typiquement tout terrain, comme par exemple les monocylindres de KTM ou Husqvarna, qui subsistent encore sur le marché. À mon avis, ce modèle est le plus proche de l'idéal d'un véritable adventure universel ou d'un dual sport. Vous pourriez l'appeler plutôt un adventure. J'aimerais maintenant parler de quelque chose qui est en fait l'essence même de ce genre de test, à savoir comment j'ai trouvé la conduite de cette moto, si cela vaut la peine selon moi de payer un supplément pour cette version, et qui devrait le faire s'il souhaite acheter ce type de modèle. Hier, nous avons parcouru plus de 300 km dans des conditions variées, tout terrain, asphalte, sur des pierres, du sable, des graviers. Il y en a vraiment eu énormément. Et je dirais ceci, à mon avis, c'est tout simplement la moto la plus polyvalente du marché, même sans considérer uniquement son côté tout-terrain. Cependant, il roule de façon géniale sur l'asphalte. Par quoi faut-il commencer? C'est que cette moto Yamaha est un excellent modèle de tourisme routier avec lequel j'ai pris beaucoup plus de plaisir à rouler qu'avec, disons, la Tracer 7, pourtant plus orientée route et équipée exactement du même moteur. Il tient très bien la route, il a une excellente adhérence et une position de conduite très confortable. J'ai aussi l'impression que la selle est un peu différente, car même si elle a gardé sa forme étroite, typiquement tout terrain, après les 300 km d'hier, j'avais l'impression que rien ne me faisait mal et que je pourrais en faire encore autant. Donc c'est vraiment une très grande réussite. De même, les pneus Pirelli STR se comportent très bien aussi bien sur les graviers que sur l'asphalte. Ils permettent de prendre de l'angle vraiment profondément. Tout semble parfaitement en ordre. Ici, en plus, en ce qui concerne les qualités touristiques sur route, nous avons justement ce grand réservoir de carburant et une grande autonomie. Donc même si tu ne fais pas d'off-road et que tu cherches une machine de tourisme très polyvalente, c'est une option qu'il vaut vraiment la peine de considérer. Je vais dire ceci, 4 scénarios courts. Qui pourrait acheter cette moto? Qui pourrait ne pas l'acheter? Première option, tu es un touriste principalement routier. Tu veux avoir une moto de tourisme universel bien équipée? Paie un supplément pour cette version, tu en seras satisfait. Tu as une bulle plus haute, des déflecteurs, un écran plus sympa, un grand réservoir de carburant, une excellente suspension qui s'adapte à tous les types d'asphalte, que ce soit une route en très mauvais état, du gravier ou un asphalte parfaitement lisse. Partout, elle fera ses preuves et elle s'en sortira très bien. Deuxième option, qui devrait acheter cette moto? Elle devrait être achetée par ceux qui voyagent en mode touring mais qui pratiquent aussi intensément l'off-road et savent ce qu'on fait avec une telle moto en tout terrain. Ils bénéficient ici d'une meilleure suspension, entièrement réglable à l'avant comme à l'arrière. Ils peuvent l'adapter à leurs besoins, obtenir ce dont ils ont besoin. Et je pense qu'il faut vraiment atteindre un niveau de compétition très élevé, très professionnel, pour pouvoir dire qu'il manque quelque chose à cette suspension. C'est une moto conçue entièrement pour le tourisme, pour la conduite quotidienne, mais aussi pour participer à des rallyes amateurs sans aucune préparation spéciale.
Donc si tu roules de cette façon et que tu sais quoi faire avec une telle moto en tout terrain, n'hésite pas à ajouter ces 11 000. Tu seras satisfait, monsieur. Et maintenant, deux groupes qui, à mon avis, ne devraient pas forcément opter pour ce modèle. Le premier groupe, ce sont ceux qui débutent dans l'off-road et cherchent leur première moto adventure. Eh bien, eux, peut-être qu'ils n'apprécieront pas, ou du moins, ils n'exploiteront certainement pas toutes les possibilités que cette version de la Yamaha offre. Ils n'exploiteront pas, en quelque sorte, les capacités de la suspension, la position, tout cela. Donc, à mon avis, pour ce type de personnes, il vaudrait mieux investir ces 11 000 simplement dans une série de formations et revenir dans 3 ou 4 saisons chez le concessionnaire Yamaha pour un autre modèle qui pourrait alors être la World Raid. Un autre groupe, qui ne sera peut-être pas forcément intéressé par cette version de la moto, ce sont les pilotes professionnels, ou presque professionnels, qui, sachant qu'ils achètent une moto neuve, savent qu'ils vont tout simplement la modifier entièrement selon leurs besoins. Ils changeront la suspension, tout, ils referont tout complètement différemment. Donc pour eux, cette option dite sortie de boîte proposée par Yamaha peut ne pas être optimale à tous égards, et ils voudront tout faire à leur manière. Ils achèteront donc probablement la version standard et la modifieront eux-mêmes. Et ce sera un très bon choix. À mon avis, cette Yamaha est la plus proche de cet idéal que nous connaissions, par exemple dans les années 80 et 90, c'est-à-dire une moto typique, très polyvalente, avec laquelle vous pouvez facilement aller en tout terrain, tranquillement faire de la route sur asphalte, vous rendre confortablement au travail chaque jour, qui ne sera pas cher, n'aura pas un gros moteur et ne consommera pas beaucoup. À mon avis, c'est l'une des motos les plus sympas actuellement sur le marché, donc si tu as l'argent et que tu peux investir, fais-le, tu seras satisfait.